Retrouvez Bismart sur la REF avec Diosiassi, leader européen du conseil et du courtage d'assurance dédié aux entreprises. Bismart for Change est au cœur de la REF 2025, la rencontre des entreprises de France organisée chaque année par le MEDEF, et on vous accueille dans ce cadre magique de Roland-Garros. On est à quelques mètres du cours central Philippe Chatrier, et c'est une nouvelle émission que je vous propose sur notre antenne pour toute cette saison qui s'appelle cette émission Smart Trends, 2 fois par mois, un zoom sur les grandes tendances du moment, un grand thème lié à l'actualité, aux salons internationaux que nous creuserons pendant 30 minutes. Ça peut être l'agriculture, l'automobile, l'immobilier, etc., etc. Et pour commencer, évidemment, puisqu'on est à la REF 2025, on va creuser, interroger l'état d'esprit des chefs d'entreprise français à l'occasion de cette rentrée. Bismart for Change est au cœur de la REF 2025, la rencontre des entreprises de France organisée chaque année par le MEDEF. Et alors on est pour la première fois dans ce cadre génial, mythique, prestigieux de Roland-Garros. Le central est juste là, on est dans les allées et c'est une nouvelle émission que je vous propose qui va voilà, être à l'antenne 2 fois par mois sur Bismart for Change, Smart Trends, un zoom sur les grandes tendances du moment, un grand thème lié à l'actualité. Ça pourra être des salons par exemple, des salons internationaux, agriculture, automobile, immobilier, bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais ça fera vraiment la structure de Smart Trends. Et puisqu'on est au cœur de cet événement organisé par le MEDEF, c'est l'état d'esprit des chefs d'entreprise français qui est au cœur de cette première interview avec Marie-Sophie Gauqui. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice générale du MEDEF Paris. Déjà une question très générale sur ce rendez-vous, cette REF, ce rendez-vous annuel. Qu'est-ce que ça représente pour les chefs d'entreprise en général et pour les chefs d'entreprise parisiens en particulier? Alors ce que nous disent les adhérents du MEDEF Paris, c'est que c'est vraiment un moment clé en fait de l'année pour eux. Oui. Après le break de l'été, ils se retrouvent d'abord entre eux. Ils sont ravis de se retrouver presque entre copains. C'est la rentrée des classes, vous voyez un peu. Oui, je vois très bien. Alors on partage ce qu'on a fait l'été, mais surtout après ils disent ils viennent sentir le pouls de la rentrée économique, et donc entre eux ils se parlent et ils ont souvent aussi des idées de rentrée. Voilà ce qu'ils nous disent. Et puis c'est aussi la rentrée politique, et là singulièrement cette année, Oui, on va en quelle parler. rentrée politique. On va en parler évidemment de ce coup de tonnerre, de la possible chute du gouvernement Bayrou avec l'effet domino sur le budget. Il y a là 10 000 visiteurs attendus, 500 journalistes, plus de 120 intervenants. Les grands thèmes abordés cette année et surtout ce que vous en attendez? Alors, le thème choisi par Patrick Martin, il est singulièrement, là encore, d'actualité, Oui. puisque c'est jeu décisif, l'heure des choix. Oui. Et on sent vraiment qu'à chaque fois, c'est le pouls de la rentrée, c'est ce que je vous disais. Donc, on va parler IA, on va parler défense, on va parler de tous les sujets, bien sûr, de budget avec le Premier ministre. Et donc, ça va être vraiment tous les sujets qui concernent les entreprises en cette rentrée, qui vont être traités pendant ces 2 jours. Ouais. Avec quand même ce lien entre l'économie et la politique, ça va structurer quand même pas mal notre interview parce que le MEDEF annonce à l'occasion de cette REF la création de l'Institut du monde économique. Déjà, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit et puis ensuite on va peut-être comprendre le lien avec des échéances politiques, notamment les municipales. C'est quoi cet institut? Alors, ça part toujours d'un besoin quand on crée quelque chose. Et c'est vrai que nous, au MEDEF Paris, ça fait des mois qu'on travaille. On est en relation, je dirais, quasi quotidienne avec les élus parisiens au MEDEF Paris. Et là, on s'est dit, on a ressenti le besoin d'apporter un peu de rationalité économique aux débats politiques qui vont avoir lieu là pendant les 6 mois à venir, puisque les municipales sont dans 6 mois maintenant. Et donc, c'était important pour nous de dire, c'est très bien de faire des propositions pour la ville, pour finalement les 6 ans à venir, mais qu'est-ce qui va se passer pour l'économie, les commerces et pour l'emploi? Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de mesures. Les politiques publiques en fait, locales et de la ville et de l'exécutif parisien, il n'y a jamais en amont une étude d'impact. On va en parler, par exemple, sur le plan local d'urbanisme, sur tous les enjeux de circulation dans Paris. Donc, il n'y a pas d'études en amont, il n'y a pas d'études après.
enfin en amont et en aval, les deux. Et donc on s'est dit c'est quand même bizarre et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le monde économique va créer lui-même cet institut. Donc qui est le monde économique? Aujourd'hui nous sommes 14 organisations patronales représentatives de tous les secteurs, le tourisme, le bâtiment, la finance, enfin vraiment tout le monde, et aussi les organisations interprofessionnelles comme le MEDEF Paris. Tout ça avec un économiste, Nicolas Marquez, qui donc dirige l'Institut Molinari, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est la rencontre entre des données qui viennent vraiment du terrain, des entreprises, et puis l'analyse d'un économiste. Ce sont des données qui sont publiques, accessibles. Ça veut dire que les candidats, restons sur les municipales, ils s'en emparent pas d'une certaine façon. Il y a une invisibilisation de ces enjeux et finalement, vous les représentez ici, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des entrepreneuses. Alors ça me fait plaisir d'entendre ce mot-là parce que c'est nous qui l'avons lancé le premier. On a l'impression que les entreprises sont invisibles dans la ville. C'est quand même paradoxal parce qu'on sait qu'elles sont importantes. On sait qu'il y a 2 millions d'habitants à Paris, vous le savez, et on ne sait pas qu'en fait il y a 2 millions de personnes qui travaillent tous les jours dans Paris et qu'il y a 500 000 entreprises. Et donc elles travaillent où dans des entreprises? Et voilà. Et dans ma rue, eh ben, effectivement, il y a un commerce, il y a un logement social, mais il y a aussi une entreprise, il y a aussi un commerce, il y a un hôtel, il y a un restaurant. Et nous, on a voulu dire, mais c'est important de les montrer. Et en fait, les élus, c'est normal, hein, chacun, voilà, ils viennent avec des politiques publiques, ils parlent aux citoyens, mais parfois, ils ne veulent pas voir des choses. C'est comme si, voilà, on ne va pas les voir. Et puis, on a des données, elles sont publiques, elles sont ouvertes. La ville de Paris a son propre institut qui s'appelle l'APUR. Et donc, il s'appuie beaucoup, les élus, sur ça. Mais c'est pour ça que c'est important de dire, mais attendez, il y a un institut qui est indépendant, non partisan. C'est ça qui est important. Et émanant du monde économique. Mais il sera toujours soupçonné d'être partisan, puisqu'il est lancé par les... Non, vous voyez ce que je veux dire? Là, je me mets à la place d'une majorité d'élus ou de candidats qui surfent, mais c'est facile, sur le chef d'entreprise qui est forcément un immonde capitaliste. Enfin, vous voyez, malheureusement, c'est encore des clichés qu'on va entendre. Alors, je vais compléter ce que je disais, c'est non partisan de façon politique. D'accord? Nous, on est le MEDEF. Vous êtes ici à la REF, le MEDEF Paris, il est là pour défendre les intérêts des entreprises et des entrepreneurs en France. Voilà, on ne se cache pas, ce n'est pas un institut qui ne dit pas son nom. Je vous ai tout de suite dit, il y a 14 organisations d'entreprises qui ont créé cet institut. Donc voilà, c'est clair, mais non partisan politiquement. Quand vous lancez un institut comme celui-là, vous dites qu'il y a un enjeu d'attractivité de nos grandes villes et de Paris en particulier. C'est-à-dire que si les politiques publiques continuent de faire comme si les entreprises n'existaient pas ou étaient invisibles, on va finir par en payer le prix? En fait, à Paris, depuis de nombreuses années, je trouve qu'il y a une sorte de culture de la rente. Paris sera toujours Paris. Paris est une ville économique, mondiale, et elle va le rester. Non, en fait, non. Chaque jour, je dirais chaque année, Paris est en train de se remettre finalement dans une compétition qui est mondiale. On le voit sur les enjeux de tourisme. Pourquoi est-ce qu'on a fait les JO? Pourquoi tout le monde s'est mobilisé? Même ceux qui au départ n'étaient pas pour. Parce qu'on sait que c'est important d'avoir un grand événement international pour attirer les touristes. Parce qu'on sait que le touriste, il va choisir entre aller à Londres, aller à Rome, aller à Paris ou aller à Stockholm. Et chaque année, en fait, on décide. Et cette compétition, elle est permanente. Elle est permanente. Et donc, il ne faut pas penser que Paris sera toujours Paris. Mais est-ce qu'en deux mandats d'Anne Hidalgo, soyons clairs, l'attractivité de Paris, économique, hein, vous l'avez senti baisser ou pas? Alors, vous parlez des 2 mandats d'Anne Hidalgo. Pour moi, c'est un cycle de 25 ans qui est en train, pour moi, assez intéressant, où il y a eu des priorités qui ont rencontré une époque et des citoyens. Et c'était normal, hein, il fallait prendre les enjeux climatiques vraiment en compte. Mais finalement, ça a été fait peut-être en mettant un peu les entreprises et l'activité économique sous le tapis. Mais il faut bien des emplois, il faut bien des commerces. Si vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas à côté de chez vous le commerce. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le taux de vacances des commerces dans Paris est de 11%. Le seuil d'alerte était à 10%. Voilà. Et il n'a cessé d'augmenter, ce taux de vacances, depuis 25 ans. Donc on a un vrai sujet, en fait, de perte de vitesse de Paris, qui finalement, quand même, se porte bien. C'est quand même la capitale économique de la France, hein, c'est 8% des entreprises françaises. Mais en fait, il est en train de perdre du terrain. Puisqu'on parle de Paris, on reviendra à l'état d'esprit et à l'actualité politique pour conclure cet entretien, mais je voudrais qu'on parle des questions d'urbanisme. C'est quand même un défi particulièrement complexe à relever dans une ville comme Paris, avec une densité évidemment importante, un prix du mètre carré très élevé. Et la ville de Paris a adopté, c'était au mois de novembre dernier, un plan local d'urbanisme
bioclimatique. Alors déjà, de quoi on parle et est-ce que c'est la solution? Alors, c'est un document majeur. Mhm. Les citoyens le connaissent peu. C'est un document qui, pour 15 ans à peu près, va décider de ce qu'on va construire, ne pas construire, Ouais. dans Paris, ou partout d'ailleurs dans les villes de France. Donc c'est un document majeur, 15 ans. C'est énorme, 15 ans. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, nous, en travaillant sur ce PLU, bioclimatique, Ouais. c'est qu'à partir du moment où on n'avait pas parlé d'économie en amont, on n'avait pas dit combien c'était important d'avoir de la place pour les entreprises, pour les commerces, pour les logements de ceux qui travaillent dans Paris, eh bien on ne le retrouvait pas dans le plan local d'urbanisme. Ok, donc il fallait mettre ça sur la Il table, fallait quoi. mettre ça sur la table et qu'à partir du moment où on avait d'autres préoccupations qui sont majeures, qui prenaient le dessus et que les autres étaient tues, eh bien finalement on ne les retrouvait pas dans ce plan. Et donc là, elles y sont. Alors elles n'y sont pas, c'est ça le sujet, c'est que Ouais. comme c'est un héritage de 25 ans, D'accord. elles n'y sont pas. Et ça veut dire que quoi, elles n'y sont pas? C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il manque des logements dans Paris. C'est vrai, il manque des logements dans Paris. Et alors on se dit, bon, bah, c'est une solution simple, on va chercher à trouver des logements, on ne va pas créer de logements. On ne va pas essayer de trouver aussi une solution avec tout le reste de la métropole. On va aller chercher des mètres carrés de bureaux. Ça veut dire qu'on va aller chercher, donc c'est ça le plan local d'urbanisme très concrètement. La deuxième chose que dit le plan local d'urbanisme, il y a un problème de logement, on va aller surtout créer des logements sociaux, pardon, Ouais. des logements sociaux. Or en fait, il faut qu'une ville, elle ait de tout, du logement libre, du logement intermédiaire et du logement social. À Paris, vous avez 220 000 logements sociaux. Et en logement intermédiaire, justement pour les salariés dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il n'y en a que 22 000. Donc vous voyez bien qu'il y a un sujet. Et bien pourtant, on choisit, et c'est important, il faut continuer à faire du logement social, hein, mais c'est une question de proportion. Et là, on a vraiment Donc il oublié faut ce aussi logement trouver intermédiaire. le moyen de fidéliser, enfin, de permettre aux salariés qui sont dans cette situation intermédiaire, qui ne bénéficient pas du logement social, de quand même pouvoir se loger à Paris. Et vous dites Exactement, aujourd'hui, on n'y est pas. on n'y est pas. Bon, ok. Allez, il nous reste 3 minutes et je voudrais quand même qu'on parle de ce coup de tonnerre politique. Tout le monde l'évoque ici dans les allées de la REF 2025, ici à Roland-Garros. Cette perspective de voir le gouvernement de François Bayrou tomber et donc d'avoir encore un budget. On ne sait pas d'ailleurs comment il pourra être adopté. Est-ce que c'est une nouvelle ère d'inquiétude, d'insécurité, d'inconfort qui s'ouvre pour les chefs d'entreprise? Alors déjà l'an dernier, on avait un gouvernement démissionnaire, on Ouais. oublie, mais c'était Ouais. déjà ça. Donc déjà on avait vécu une REF un peu entre les deux. Depuis on a quand même, pour avoir un seul budget, on a dû avoir 2 premiers ministres, vous vous souvenez. Et donc là, je pense que les chefs d'entreprise à qui j'ai parlé ce matin déjà me disent, on avait vraiment le sentiment d'être sur un fil. Et là, on sent que le fil, il commence petit à petit en fait, à se briser. Il se casse. Ouais. Voilà, il se casse le fil. Et c'est très mauvais pour tout le monde, hein, pour la consommation, pour l'activité des entreprises, pour l'emploi et pour l'investissement. Et là, on sent qu'il y a un moment, oui, on peut le dire, d'inquiétude des dirigeants d'entreprise. Ce plan d'économie, certains vont dire plan d'austérité de plus de 40 milliards qui était prévu par François Bayrou pour le budget, du point de vue des entreprises, c'est ce que vous nous dites là, on peut s'en passer? Parce Non. qu'il y a des économistes plutôt à gauche, évidemment, qui disent attention, c'est trop lourd, on va casser la croissance avec un tel montant d'économie. Bon, je pense que vous avez entendu Patrick Martin le dire. Non, on ne peut pas se passer de ce plan d'économie de 44 milliards. C'est bien ça le sujet. Ouais. Il faut qu'on commence à regarder, parce qu'en fait, la dépense, elle n'est pas mauvaise. C'est quelle dépense, quel montant de dépense. C'est comme le cholestérol, en fait. Voilà. Il y a le bon cholestérol. Ouais. Et quel est votre niveau de cholestérol? Ouais. Ben, c'est pareil pour la dépense publique. Là, aujourd'hui, le pays est dans une situation extrêmement périlleuse et il faut commencer à faire des économies, mais au bon endroit. Avec la question de la réaction des marchés financiers, des agences de notation, des partenaires Qui n'a européens. pas tardé, hein, le jour même. Oui, oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous mettez en garde d'une certaine façon? Alors, vous n'êtes pas porte-parole du MEDEF, mais avec votre casquette du MEDEF Paris sur le risque que finalement les décisions difficiles elles soient prises par d'autres. Je vais le dire différemment. Je pense que vous verrez, et là ça commence, on est très nombreux aujourd'hui déjà pour ce premier jour de la REF. Vous allez voir que les chefs d'entreprise vont être très nombreux. C'est leur façon de dire que ce que dit Patrick Martin dans les médias, que Patrick Martin va dire encore pendant cette REF, on est d'accord, on le soutient. Donc oui, les chefs d'entreprise demandent un appel à la responsabilité des politiques. Parce qu'en fait, ce n'est pas dans nos mains. Nous, on a fait déjà beaucoup de choses, nous, les entreprises. Mais en fait, cela, c'est une décision des politiques. Mais et on les appelle à la responsabilité. Mais j'entends beaucoup dans mes différentes émissions
des chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui me disent, bon, de toute façon, nous, on n'attend plus grand-chose des politiques, hein. On taille notre route, on prend nos décisions stratégiques. Mais est-ce que c'est possible de s'extraire de ce climat politique d'insécurité qui s'ouvre de nouveau? Alors, en bons libéraux, nous, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir un cadre Ouais. le plus large possible et général Ouais. qui nous permette d'opérer, parce qu'on a besoin Bien d'un sûr. cadre. Et qui soit Voilà. solide pendant un certain temps. Ouais. Malheureusement, la France, on se mêle un peu de tout le Ouais. temps, hein, voilà. Et donc, bien sûr, toute décision politique ou tout gouvernement va avoir un impact, et ne serait-ce que le budget, à la fois de sécurité sociale et le budget de la France. Merci beaucoup Marie-Sophie Gauky et bonne ref 2025. Je vous laisse repartir. Je crois que vous avez l'Institut à lancer dans quelques minutes sur ce cours Philippe Chatrier, sur ce central qui est à quelques mètres de nous. Une autre tendance de cette rentrée à venir tout de suite dans Smart Trends, c'est l'immobilier bas carbone. Smart Trends, nouvelle émission sur l'antenne de Smart for Change. On est toujours au cœur de la REF 2025 à Roland-Garros, l'événement de rentrée du MEDEF, avec une thématique qui fait la rentrée, l'actualité de la rentrée de septembre, la décarbonation du secteur du bâtiment, puisque le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, tiendra du 3 au 5 septembre prochain dans un autre cadre prestigieux. Là, on est à Roland-Garros, mais ce sera au Grand Palais à Paris. Bonjour Feriel de Riche, heureux de vous retrouver. Bonjour Thomas Hugues, merci. On s'était déjà évidemment rencontrés sur de précédents CIPCA. Vous êtes la directrice générale du CIPCA. Déjà, on peut rappeler la mission de ce salon, c'est quoi? La mission de ce salon, c'est principalement de valoriser les acteurs engagés qui font cet immobilier intelligent qui est essentiel aujourd'hui. Voilà, on a été précurseurs et les acteurs sont là. Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, il existe depuis combien de temps ce salon? Et puis, ce qui permet de rajouter une question sur le moment où cette problématique elle est devenue un peu centrale dans l'esprit des acteurs du secteur de l'immobilier. Alors le salon existe depuis 2022, ce sera la 4e édition là, qui ouvrira la semaine prochaine, du 3 au 5 septembre, au Grand Palais, vous l'avez dit. Ensuite, voilà, oui, l'immobilier a connu une transformation, c'est même une métamorphose entre les réglementations, les décrets, voilà, il a fallu repenser tout l'immobilier et à toute échelle de tout actif. Voilà, donc depuis 2022, finalement, les acteurs sont de plus en plus nombreux et toute la chaîne de valeur est présente. Quand je parle des acteurs présents au CIPCA, ça va vraiment de la maîtrise d'ouvrage des villes, en passant par la promotion immobilière. Tout le monde se repense et puis plein de solutions qui viennent dans le but de pouvoir se déployer auprès de ces acteurs. On va en détailler quelques-unes. Il y avait, je crois, l'an dernier, plus de 10 000 professionnels présents, progression de plus de 20% par rapport à 2023. Alors, c'est quoi les perspectives de ça? Alors, en plus au Grand Palais, donc c'est quoi vos ambitions pour cette année? Alors nos ambitions, c'est de rassembler toujours de plus en plus d'acteurs. Nous sommes, avant même d'être une plateforme de valorisation des acteurs engagés, nous sommes aussi un lieu de rencontre, un lieu où on peut aller plus loin ensemble. Un lieu de business aussi? C'est un vrai lieu de business, bien sûr. Il y a des contrats et des partenariats qui se signent. On en parlera peut-être. Il y a des choses vraiment absolument uniques qui vont se passer sur ce CIPCA. Donc votre question, c'était, pardon? C'était sur le fait que vous espérez faire encore plus 20%, oui, non, c'est déjà fait. Vous étiez déjà à un niveau, vous le savez déjà? C'est déjà fait, oui, dans une période qui n'est pas évidente, qui n'est pas simple pour les acteurs de l'immobilier. On est déjà bien plus que plus 20%. Donc c'est vrai que pour un salon qui a 4 ans d'existence, c'est plutôt chouette. Il y a des thématiques, des grandes thématiques cette année, et si oui, lesquelles? Bien sûr. Alors, tout d'abord, la première thématique, c'est la biodiversité et le sujet de l'adaptation climatique. Il faut adapter nos bâtiments au réchauffement climatique et au climat qui change. Et la biodiversité, bien sûr, à laquelle il faut penser, il faut l'intégrer à l'échelle de quartier, à l'échelle de bâtiments. La logistique également, mais la logistique avec des acteurs de la logistique hyper intéressants qui se positionnent vraiment comme des acteurs urbains, des investisseurs et des vrais partenaires des territoires et de la ville. Vous pourrez découvrir des acteurs aussi qui implantent de la logistique dans des sites absolument incroyables, dans Paris intramuros ou ailleurs. Logistique, le hors-site, voilà, les nouveaux modes constructifs. C'est vraiment un mode constructif et c'est vraiment il y a un gros sujet d'industrialisation derrière le hors-site, c'est construire
mieux, c'est moins pollué. C'est vraiment un sujet pour moi qui est bas carbone. Par ailleurs, il y a quand même des aménageurs et une association, la filière hors site, qui sera là à nos côtés pour mettre en avant les acteurs les plus engagés qui emploie ces nouveaux modes de construction. Voilà, il y a un sujet de transport, il y a un sujet de sécurité, il y a un sujet de santé aussi de celles et ceux qui travaillent sur le chantier. Et puis la rénovation et régénération du patrimoine, grand sujet du CIPCA. Voilà, on est sur un site ici, celui de Roland-Garros, qui lui-même a été rénové, certainement avec des solutions techniques voilà, qui doivent bien s'accorder au lieu à la fois être bas carbone. Et nous, on parlera de sites historiques, on parlera de Notre-Dame de Paris avec Thierry Fromont, on parlera surtout de la rénovation du Grand Palais, puisque ce sera le meilleur voilà, endroit pour en parler. exactement. Ouais. Donc, ce sera l'architecte en chef François Chatillon qui sera aux côtés donc de la RMN pour nous raconter un petit peu quelles solutions ont été intégrées. Et 80% des solutions qui ont été intégrées à ce Grand Palais sont des solutions bas carbone. Voilà. Vous avez des exemples? À l'échelle de l'acier, à l'échelle du béton qui a été utilisé, à l'échelle du plancher également. On a un très très beau plancher dans le Grand Palais, j'ai pu le visiter avant bien sûr l'ouverture du CIPCA. C'est un plancher chauffant et même jusqu'à ce système de chauffe du sol. C'est un système intelligent qui n'est pas polluant, voilà, qui est pas énergivore, mais voilà, il y a plein de choses qui ont été très très bien pensées. Puis on a vraiment souhaité que les participants s'emparent du lieu. Voilà. Feriel de Riche, il y a quand même un secteur de la construction du bâtiment qui est en crise. Quand on prend les chiffres, baisse des permis de construire de plus de 12% l'an dernier, mise en chantier en repli de 16% début 2025 par rapport à l'année précédente. Je vous avais un peu posé la même question l'an dernier, mais comment vous réussissez à dépasser cette crise? Quand on organise un salon comme celui-là, est-ce que ça veut dire que tout le monde arrive avec le moral un peu dans les chaussettes, puis en vous disant vous êtes bien gentil avec vos solutions bas carbone, mais il faut déjà que je paye mes salariés. Comment vous réussissez à créer un événement positif dans un climat comme celui-là? C'est un vrai sujet, une très bonne question. Je trouve qu'il y a un climat d'enthousiasme. Voilà, qui est maintenu, malgré tout, qui est maintenu. Je vois les acteurs privés vraiment engagés, qui ne se découragent pas, qui continuent à aller plus loin. Je pense que derrière tout ça, il y a un vrai sujet de personnes, d'hommes et de femmes passionnés qui veulent faire bien les choses. Et malgré, en effet, vous m'aviez posé la question, malgré le fait qu'on soit dans une période qui est vraiment mais incertaine et instable à l'échelle des réglementations, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on avance bien et dans le bon sens, ce qu'on va nous imposer peut-être demain ou revenir en arrière. Les acteurs qu'on a sur le CIPCA et les aménageurs aussi, il ne faut pas oublier les aménageurs parce que c'est aussi un sujet d'aménagement du territoire, continuent d'avancer, ils tiennent le cap. Et les investisseurs sont là aussi. Alors c'était la question que j'allais vous poser, parce que est-ce qu'il y a toujours de l'argent pour réinventer ce secteur du bâtiment comme vous en avez l'ambition? Je crois qu'il y a un sommet des investisseurs qui est organisé à chaque fois dans le cadre du salon. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont réunis 120 investisseurs. Cette année, il y aura des grands groupes d'investissement comme AEW Europe, qu'on connaît beaucoup aussi dans la logistique, dont les acteurs sont là. De toute façon, il n'y a pas le choix. Les investisseurs et les propriétaires d'actifs, en l'occurrence, n'ont pas le choix. Il faut bien rénover, il faut bien investir. Et puis, on aura une conférence d'ailleurs qui veut tout dire, un grand débat qui dit clairement combien ça coûte de faire bas carbone et combien ça rapporte derrière. Et c'est ça l'essentiel. Ça rapporte plus que ce que ça coûte, parce que ça commence d'abord par coûter plus cher. Ça coûte, mais ça rapporte de toute façon parce qu'on diminue les charges, on baisse considérablement les charges, on est moins émissif, on joue son rôle qui est si important pour la planète, pour un secteur qui a été décrié pendant longtemps. Voilà, je pense que, si vous voulez, le prix, finalement, en vaut vraiment... Oui, parce que le secteur du bâtiment, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Tout à fait. Donc c'est aussi un levier majeur de solutions. Mais complètement. On peut retourner la question. Exactement, on peut prendre le sujet dans le sens inverse. Oui, puis il y a un gros sujet de santé. Et ça va être un des grands thèmes aussi du CIPCA
2025, enfin qu'on retrouvera autour de tables rondes où des élus, des maires, des présidents de régions ou de communautés d'agglos viendront nous parler. Il y a un vrai sujet d'impact et de santé, en fait, derrière tout ça. Qu'est-ce En que tout vous cas, les cherchez à investisseurs sont là. améliorer en matière de santé? Améliorer, mais préserver aussi, Ouais. surtout. C'est l'humain, Mhm. avant tout. Ce sont les futures générations. Ouais, mais qui va intervenir? Qu'est-ce qui sera dit là dans le cadre du salon sur cette thématique de la santé? Et ce qui sera dit, on va prendre 2 sujets autour de la santé. Si je dois Ouais. prendre l'exemple, par exemple, du sommet des territoires, Ouais. où on aura des élus qui choisissent justement les acteurs de l'immobilier, Ouais. qui s'implantent chez eux, souhaitent développer des choses, Mhm. avec vraiment des critères et des cahiers des charges extrêmement exigeants et qui tiennent compte de ce sujet de santé et d'impact. C'est-à-dire, on bétonne plus, Mhm. comme on a pu bétonner, on regarde, on montre patte blanche, Mhm. on ose, on investit, et on investit sur le long terme. Et puis, il y aura aussi le sujet des hôpitaux et des centres hospitaliers. C'est un grand sujet voilà, qui draine énormément de personnel, vous le savez. Hein, Ouais. souvent, il y a des logements aussi qui se dessinent autour des hôpitaux de tous ces quartiers. Ouais. C'est comment on gère aujourd'hui aussi ces hôpitaux, ces centres hospitaliers qui sont tellement essentiels. Et qui pour sur certains le terrain. ont été construits il y a longtemps, donc ça veut dire qu'il faut Exactement. quoi? Il faut les rénover? Il faut les rénover, il faut les Ouais. repenser. On a un exemple que j'aime beaucoup citer parce qu'en plus l'acteur sera là, sera présent. C'est NJ Solutions qui Mhm. propose justement, qui a installé des réseaux de froid bas carbone sur l'hôpital des 15-20 à Paris et qui nous en parlera à l'occasion de ce sommet des territoires. C'est exemplaire, c'est duplicable. Mhm. Voilà, et c'est des réseaux de froid. Voilà, on parle de géothermie. En Ouais. fait, c'est voilà, terminer toutes ces clims, terminer tous ces même s'il y a de la clim intelligente et on peut la Et retrouver donc sur vous ce allez terrain. aussi parler de Notre-Dame. Mais alors pourquoi Notre-Dame? C'est emblématique d'un immobilier bas carbone. J'avoue que j'ai du mal à faire le lien. Ça entre dans la thématique, en effet, de la rénovation du Ouais. patrimoine Mhm. historique. Ça fait partie des grands chantiers du siècle, hein, il faut le dire. Oui, et puis des grands succès français, hein. Voilà. On peut de temps en temps faire s'offrir un cocorico. Exactement. Ouais. Et sachez que sur Notre-Dame, on parlera beaucoup de la charpente, parce que Ouais. la charpente a été faite dans un bois. Le bois a été choisi Mhm. et le bois est bas carbone. Et l'architecte, en l'occurrence Rémi Fromont, nous le dira, nous le précisera. Et voilà, ça a été des vrais choix faits qu'on trouve, nous, très intéressants. Je me souviens l'an dernier, on a terminé là-dessus, il nous reste une petite minute, qu'il y avait aussi un événement spécifique à destination des étudiants, un après-midi talent. Est-ce que vous renouvelez l'initiative et si oui, pourquoi? Alors, plus que jamais, Ouais. on parlait de 20% d'augmentation chaque année au CIPCA. Et alors, cet après-midi talent, elle marche très très bien, c'est formidable. On met en relation nos exposants, les professionnels de l'immobilier, voilà, cabinet d'architectes, bureaux d'études ou autres, qui sont à la recherche de stagiaires ou de personnes, de talents en tout cas. Et puis, il y a un vrai engouement, c'est-à-dire qu'il y a encore plus d'écoles partenaires et surtout, il y aura un événement génial parce que, j'ai oublié de vous le dire, mais vous le découvrirez sur place, la Guyane est le coup de cœur du CIPCA. Il y aura beaucoup d'annonces et je suis très très fière d'avoir choisi la Guyane parce qu'il y a des vrais sujets de logement, il y aura des contrats, vous verrez des partenariats signés, des engagements concrets. Et la Guyane a, même en métropole, hein, ce mouvement existe aussi, ce sont les jeunes ambassadeurs du climat. Et les jeunes ambassadeurs du climat, ce sont des jeunes, voilà, des jeunes, des moins jeunes en tout cas, qui s'engagent concrètement pour sauver le territoire, proposer des solutions, aller à la rencontre des uns des autres. Et on aura, voilà aussi ces jeunes, je crois qu'ils vont être 150. Eh ben, on à les être présents découvrira cet dans le cadre après-midi-là. de ce CIPCA. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous, Ferrel de Riche, du Avec 3 au 5 plaisir. septembre au Grand Palais, puisque Bismart for Change est partenaire de l'événement. Voilà, c'est la fin de ce premier Smart Trends de la saison ici à Roland-Garros. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir d'autres grandes tendances de cette rentrée sur Bismart for Change. Salut. Retrouvez Bismart sur la REF avec Diosiassi, leader européen du conseil et du courtage d'assurance dédié aux entreprises.